Bonjour et bienvenue dans ce bilan culturel du mois de janvier 2024. Assez riche, qui risque d'être un petit peu long et dense, puisque j'ai l'impression que les années ça commence toujours de façon assez prolifique sur les sorties et les pratiques culturelles. Donc sans plus tarder, commençons. L'année 2024 a commencé sur les chapeaux de roue, puisque j'ai fait ma transition entre 23 et 24 avec un marathon des films Harry Potter. Je ne suis pas une enfant Harry Potter, je n'ai pas grandi avec les Harry Potter. J'ai vu les films pour la première fois quand ils avaient été mis sur Netflix, donc je pense en 2018, 9, quelque chose comme ça. Je n'ai jamais lu les livres, et donc là j'ai regardé l'ensemble des films. Et ce qui m'a déclenché cette envie, et même ce besoin de revoir les films Harry Potter, c'est une faille TikTok dans laquelle je suis tombée de fanfiction sur les maraudeurs, et notamment sur Remus Lupin et Sirius Black. Donc ça m'a trop donné envie de redécouvrir les films, et j'étais vraiment très contente d'avoir revu ces films, aussi de façon un peu objective, parce que moi j'ai pas le lien émotionnel, nostalgique à ces films-là, et je trouve que l'univers il fonctionne vraiment très très bien. Alors je déteste l'autrice, hein, mais on peut pas retirer à Harry Potter le fait que l'univers est tellement bien ficelé, et l'univers cinématographique aussi est assez incroyable. C'est fou parce que en vrai les enfants ils jouent pas bien, enfin les trois enfants, enfin, ça va de mieux en mieux, mais dans les premiers films vraiment c'est pas bien joué, et pourtant ça fonctionne super bien, aussi parce que c'est soutenu par des acteurs actrices adultes qui sont assez bonnes quand même. Mais l'univers est incroyable, est tellement foisonnant, c'est tellement riche, c'est tellement complexe, et en même temps ce qu'on nous en montre est pas compliqué à comprendre, c'est vraiment trop bien. Et c'est vrai que d'avoir vu les films, ça n'a fait que empirer, aggraver, approfondir cette faille maraudeur, parce que n'ayant pas découvert Harry Potter enfant, moi celles et ceux à qui je m'identifie le plus, en fait c'est la génération des parents, c'est la génération des maraudeurs, c'est la génération des parents des enfants qui sont actuellement à l'école et tout, parce que j'ai pas grandi avec eux, donc moi quand du haut de mon grand âge je vois, ils ont 11 ans, enfin les personnages, donc bref. Donc ça n'a fait qu'aggraver cette faille dans laquelle je suis en train de choir depuis quelques temps, mais en tout cas c'est vraiment un très très bel univers je trouve, que Harry Potter, et pas surcoté. Pour le coup, je ne trouve pas ça surcoté. Ça fait partie des choses assez centrales de la pop culture et tout, et je trouve que c'est mérité, c'est pas surcoté, et maintenant j'ai très envie de les lire. Donc c'est mon objectif pour 2024, de lire l'ensemble des films, l'ensemble des livres du coup, Harry Potter. Ensuite, je suis allée au musée d'art moderne André Malraux au Havre, pour voir l'exposition Itinéraire abstrait, sur l'abstraction, comme on peut le deviner, et comment est-ce que dans l'art moderne, à un moment, les artistes ont pris le tournant de l'abstraction. C'est une expo qui est pas, c'est pas une énorme exposition, elle a été faite un peu faite maison par les équipes du musée, mais je trouve le discours hyper intéressant. En gros, comment est-ce qu'on arrive à expliquer à nos publics qui viennent voir une exposition que le principe de ce qu'on leur montre, c'est de ne pas comprendre. Je trouve ça intéressant sur ce que ça dit sur une démarche pédagogique d'un musée, etc. Et comment est-ce qu'on arrive à construire un discours cohérent, clair, accessible, qui nous fasse comprendre que en fait, l'art abstrait, c'est des gens qui ont voulu à un moment arrêter de faire des choses littérales et figuratives. Et donc en fait, il n'y a rien à y comprendre, on peut y voir tout un tas de choses, on peut ressentir tout un tas de choses, mais on n'est pas là pour comprendre quoi que ce soit. Et je trouve que c'est très bien fait. Pour le coup, les cartels, enfin les espaces où c'est vraiment des choses écrites et tout, je trouve l'expo vraiment bien faite. Elle est pas très longue, elle est pas énormissime. C'est pas, voilà, ça va pas être l'expo de l'année en France, mais je la trouve bien faite. Je trouve le discours bien fait, et le ton, le langage et tout, vraiment très très bien. Et je trouve que c'est sans prétention, parce que parfois les expositions, en fonction des commissaires aussi, et là, enfin limite en fait ça se voit, et dans le sens positif du terme, que c'est pas, on n'a pas fait appel à une commissaire qui vient de je ne sais où pour faire l'exposition un peu blockbuster du musée et tout, et je trouve que ça se sent que c'est un discours accessible, fait maison entre guillemets, pour les publics habituels de ce musée ou pas, enfin je sais pas, en tout cas je l'ai trouvé assez cool. Je me réfère maintenant à mon journal, parce que je fais du journaling en 2024, et ça c'est chic. J'ai vu et lu La Tresse de Laetitia Colombani. J'ai commencé par lire le livre, que j'ai trouvé très bien, mais un peu décevant. Ça fait plusieurs années que j'entends parler de ce livre comme quelque chose d'absolument incroyable, hyper bouleversant et tout. J'ai été touchée, mais j'ai pas pleuré. Et franchement,
je suis pas la larme difficile. Donc je l'ai trouvé bien. Je trouve que la façon dont les 3 histoires sont ficelées en parallèle et tout, ça fonctionne hyper bien, mais je trouve globalement que c'est assez simple. C'est un peu facile comme écriture et comme émotion, comme pathos. C'est un peu facile, et le film, j'ai trouvé la même chose, et je l'ai trouvé même un peu trop facile, dans le sens, ça va trop chercher tire-larme, pathos, à des endroits de facilité cinématographique incroyable. Après, j'ai trouvé les 3 actrices exceptionnelles, elles se sont jamais rencontrées, et pourtant, le film a été tourné vraiment en 3 temps, chacune de leur côté, dans leur pays quoi. Et j'ai trouvé ça incroyable parce qu'elles sont exceptionnelles, et dans la cohérence de jeu entre les 3 et tout, j'ai trouvé ça super. Mais en fait, il y a beaucoup de musique de Ludovico Einaudi. Euh, et Ludovico Einaudi, c'est un peu au cinéma, pour moi, c'est l'émotion pour l'émotion, quoi. C'est un peu facile de nous pondre du Ludovico Einaudi. C'est bon, on a compris. Je l'ai trop entendu, trop vu au cinéma sur des scènes un peu émouvantes et tout. On a compris. Et je trouve que le film, il est trop Ludovico Einaudi dans la BO, mais aussi dans la vibe et dans l'énergie du film. Donc c'est pas un mauvais film, mais franchement, je m'attendais à beaucoup plus fort, poignant, et beaucoup plus aussi fort en termes de réalisation, quoi, de ce que ça, de la forme aussi du film. Donc j'étais un peu déçue, mais j'ai quand même passé un bon moment, enfin un bon moment. Je sais pas parce que c'est assez tragique et tout, mais c'était pas, voilà, je me suis pas ennuyée, quoique je l'ai trouvé un peu long. Je me suis pas ennuyée, mais je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux, et aussi du fait de toute la com du film, elle a un peu été faite autour de ce truc des critiques dithyrambiques, oh là là, mais quelle émotion et tout. Donc à cet endroit-là, ça m'a un peu déçue. J'ai vu L'Innocence, je sais plus comment Monster, je crois il s'appelle en vrai, enfin en anglais, que j'ai trouvé assez fou, que j'ai trouvé assez incroyable. J'hésitais beaucoup à aller voir ce film, et j'ai vu un parallèle d'une fille que je suis sur Instagram, qui n'est pas la machine infernale, qui a fait le parallèle avec Klaus de Lucas Dont, que j'avais adoré, donc c'est ça qui m'a déclenché le fait d'aller en salle le voir, et j'ai trouvé assez exceptionnel ce film. En fait, j'aime beaucoup les films avec des enfants, et à propos d'enfants, et je trouve que L'Innocence, pour le coup, ils ont assez bien trouvé le nom français. C'est ce truc de... En fait, de quoi est-ce qu'on se rend compte quand on est enfant, comment est-ce qu'on mesure... En fait, on mesure pas la portée de nos actes. C'est quoi c'est quoi aimer quand on est enfant, c'est quoi l'amitié, c'est quoi l'amour amoureux, euh, c'est quoi le regard des autres, c'est quoi la pression du groupe, et je trouve que ça dépeint hyper bien euh, ce que c'est que d'être enfant, euh, et comment est-ce qu'en fait des choses hyper violentes ne paraissent pas si violentes pour un enfant qui les subit, et à la fois comment des choses qui en tant qu'adulte pourraient être un peu plus bon ok ça va, en fait c'est toute une montagne pour un enfant. Enfin ouais, cette échelle de priorité, cette échelle de violence, de souffrance, et la temporalité du film, je trouve, fonctionne assez bien. J'ai mis du temps à comprendre comment ça allait fonctionner, mais je trouve que de revoir les mêmes événements de tous ces points de vue différents, je trouve que ça fonctionne assez bien. Euh, Au début, la première fois qu'on a revu d'un autre point de vue l'histoire, je me suis dit oh là non, j'aime pas trop ce qui va se passer là, et en fait ça fonctionne hyper bien. Donc non, j'ai beaucoup aimé, et le film est très beau, les images sont magnifiques, les enfants sont très très bons, les parents aussi, enfin les parents, les adultes aussi. Euh, et je trouve que c'est intéressant aussi sur ce que ça dit du système éducatif, qui n'est pas celui que je connais, à savoir l'éducation nationale en France, parce que c'est un film japonais. Ensuite, j'ai vu Dream Scenario. J'en avais entendu énormément de bien, c'est pour ça que je suis allée le voir. J'ai été un peu déçue. Alors j'ai trouvé le temps très 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 long. Le film est un peu marrant, un peu absurde, un peu loufoque, mais pour moi pas assez pour que ça suffise à tenir le film. Et j'ai beaucoup réfléchi à ce film avant d'écrire, même dans mon carnet ce que j'en ai écrit. Je crois que le discours de fond me dérange, et c'est peut-être à tort, mais cette vision, enfin ce point de vue, ce discours un peu ironique, presque à la limite de la moquerie de la cancel culture, ça m'a un peu saoulée en fait. En fait, ça m'a saoulée.
Ça m'a saoulé de tourner en ridicule la cancel culture, alors qu'on sait, enfin surtout dans un film de cinéma, parce qu'en fait on sait que une grosse partie de la cancel culture est née aussi avec MeToo, et qu'en fait MeToo ça a jamais brisé aucune carrière, ça se saurait sinon. Et on aimerait bien que ça ait détruit des carrières, mais malheureusement c'est pas le cas. Et ça m'a un peu saoulée en fait de voir ce discours de mais regardez comme c'est ridicule la cancel culture, regardez. En fait, c'est à la fois en mode on se moque des ouin qui disent ah mais je perds ma carrière à cause de la cancel culture, et en même temps je trouve qu'on se moque pas assez. Enfin, je trouve que le discours de fond est pas clair. Et en plus le film était long. Par contre j'ai trouvé le grain du film assez incroyable et les images vraiment très belles. Mais ouais, non, je suis un peu... Il m'est resté un peu en travers de la gorge, je crois, ce film. Ensuite, j'ai lu Circé de Madeline Miller. J'avais lu Le Chant d'Achille en décembre. Là, j'ai lu Circé. C'était trop bien. J'ai été moins happée que dans Le Chant d'Achille, mais aussi parce qu'il y a moins de drama. Il n'y a pas la love story gay dans Circé, donc c'est moins prenant. J'ai été moins happée. Je ne l'ai pas dévoré en 2 jours, quoique si, parce qu'il fallait que je le rende aussi à la bibliothèque. Donc j'ai lu en pas longtemps, mais bref. Mais je l'ai trouvé passionnant, et parce que ce que j'ai trouvé super, c'est que Circé, on la connaît, je la connais comme personnage mythologique pour certains épisodes de la mythologie en lien avec d'autres, et notamment des hommes. Je connais Circé parce que Ulysse, dans son trajet retour chez lui, a atterri sur son île. Et en fait, de voir que dans Circé de Madeline Miller, son existence est tellement plus que Ulysse. Et alors, Ulysse reste important dans l'histoire de Madeline Miller, mais finalement, c'est un des nombreux épisodes de la vie de Circé. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Moi ça m'a donné tellement envie de lire plus aussi de romans de ce style sur la mythologie, et comment, enfin sur des nouveaux discours, des nouveaux points de vue sur toutes ces histoires dont on entend parler à droite à gauche depuis toujours. J'ai trouvé hyper intéressant et tellement important de découvrir enfin, comment Circé est devenue la méchante sorcière qu'on dépeint dans la plupart des histoires de la mythologie. Ce qu'elle a subi, enfin les violences dont elle a été victime, les crimes dont elle a été victime, qui l'ont poussée elle ensuite à prendre cette position de femme qui transformera en porc les hommes qui viendront chez elle. Voilà, et d'arriver aux raisons et à comprendre et à l'intériorité de ce personnage, j'ai trouvé ça hyper précieux. Je l'ai trouvé vraiment trop bien, trop bien ce livre, et ça m'a vraiment donné ce goût d'aller lire des romans, des fictions inspirées de cet univers mythologique. Ensuite, je suis allée voir La vie rêvée de Miss Fran au cinéma. Ça, encore une fois, ça m'apprendra à aller voir des films pour le casting. L'actrice principale, c'est Daisy Ridley ou Ridley, je sais plus, que je n'avais jamais vue dans un autre film, enfin dans un autre univers cinématographique que Star Wars. Donc je me suis dit, trop bien, je vais aller la voir. C'était nul. Ça durait moins de 2 heures, je me suis ennuyée à mourir. J'ai jamais... Nul, ni fait ni à faire, ça ne... vraiment je sais même pas quoi en dire, si ce n'est que c'était long, que je me suis ennuyée, que j'ai trouvé l'histoire inintéressante, et les images pas intéressantes, la narration, rien de positif à ce film. Non, mais c'est de ma faute, hein. Je vais voir des films pour les actrices principaux, voilà, c'est de ma faute. Je suis allée faire l'exposition Viva Varda à la Cinémathèque française. Je suis contente parce que j'avais peur qu'elle ne ferme avant de n'avoir pu y aller. Il y avait énormément de monde. Je suis allée un samedi après-midi à 2 semaines de la fermeture. Forcément c'était blindé, même si je crois que de toute façon elle a été blindée pendant tout le temps de l'expo. C'était assez intéressant, c'est beaucoup de photos, beaucoup de photographies et de projections, de photographies. Ce qui est cool, je trouve, c'est qu'il y a à la fois des photographies qu'elle a prises, puisqu'elle était également photographe, Agnès Varda, des photographies qui inspirent ces univers cinématographiques, des photographies de ses tournages, et donc d'Agnès Varda au travail avec ses actrices et tout. J'ai trouvé ça plutôt chouette. Après, j'en ai pas, je vais pas, voilà, soyons honnêtes, j'ai pas pu en profiter de ouf parce qu'il y a 1 million de monde au mètre carré, donc le fait, enfin tu peux pas tout voir exactement, tu restes pas aussi longtemps que tu le voudrais, les gens te poussent et tout, c'est chiant, mais c'était quand même hyper intéressant. Et il y a toute une partie aussi sur ses engagements, son discours par rapport au féminisme qui est assez intéressant, parce que c'est quand même une femme qui a réussi à une époque où les femmes étaient invisibles dans ce métier à devenir hyper reconnues. Non, j'ai vraiment apprécié cette expo, mais avec le regret de ne pas avoir pu avoir plus de temps et de visibilité, enfin de profiter davantage de l'expo, parce qu'il y avait vraiment trop de monde. Je suis enfin
venue à bout de ce cauchemar littéraire, Le corps lesbien de Monique Wittig ou Wittig, je ne sais pas. Je suis enfin parvenue à finir Le corps lesbien, que j'ai voulu abandonner maintes et maintes fois, mais que je me suis entêtée à terminer puisque je l'ai acheté et que c'est Monique Wittig, et que je me devais d'aimer ce livre. J'ai trouvé ça terrible, j'ai trouvé ça horrible, c'est d'une violence, mais d'une violence injustifiée. Pourquoi est-ce que la question du corps lesbien doit être aussi trash et violente? Je ne sais pas, je n'ai pas compris, je n'ai pas... Même après, à la fin, il y a des petits éléments de contexte de l'autrice qui nous explique comment ça s'appelle. C'est pas l'avant-propos. Quelques remarques sur le corps lesbien. Même ça n'est pas possible. Et en fait, ce qui est terrible, c'est aussi de l'écriture. À chaque première personne du singulier, elle a choisi de mettre un slash. C'est-à-dire que je me, J/E, M/E, ma, M/A. Et donc en fait, ça donne une lecture, en fait, juste visuellement, c'est insupportable. Il y a des slash au milieu de tous les mots. C'était horrible et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que moi, j'aurais voulu aimer. On me parle de Monique Wittig, je ne sais toujours pas. Enfin, pour moi, c'est une figure, une autrice incroyable. Et peut-être qu'il n'aurait pas fallu. Mais en même temps, ça s'appelle Le corps lesbien, évidemment que je voulais le lire. Peut-être qu'il n'aurait pas fallu commencer par ça. Je ne sais pas. Mais là, vraiment, ça m'a déçue. Je suis en colère. Parce que franchement, j'aurais voulu l'adorer. J'aurais voulu un jour dire ouais, moi, mon livre préféré, c'est Le corps lesbien de Monique Wittig. Ouais. Bah, malheureusement, ça n'est pas le cas. C'est bien dommage. J'ai vu Wish, Achat et la bonne étoile, le dernier Disney, qui est, ma foi, plutôt sympa, qui est pas incroyable sur l'histoire. Bon, c'est un Disney, hein, c'est pas le Disney de ma vie, je pense. Par contre, j'ai trouvé l'animation assez exceptionnelle, il y a quelque chose de hyper réaliste, la 3D est assez incroyable. Je crois que je suis assez peu habituée en fait aux nouvelles animations ultra modernes, ultra numériques et tout. Et en plus là les couleurs étaient pas trop criardes, j'ai trouvé les couleurs assez douces, l'univers chromatique était incroyable, enfin, voilà, l'animation très très belle, mais pour le reste, voilà, je me suis pas ennuyée, j'ai pas détesté, mais c'était pas incroyable. Ensuite, j'ai lu Les Flamboyantes de Charlotte Montpezat, qui est, dont le sous-titre c'est Qui en veut aux femmes de plus de 50 ans. C'est un essai féministe sur la question du vieillissement des femmes et de pourquoi est-ce que la femme à partir de 50 ans va des rétro-satanas. Il y a pas mal, le gros quand même du livre s'articule autour de la question professionnelle, de la carrière. Je l'ai trouvé cool parce que hyper facile à lire, c'est un essai mais qui est pas trop complexe, qui est beaucoup basé sur des témoignages qu'a récolté cette autrice, et sur des choses assez concrètes. L'écriture est assez simple, donc c'est quelque chose de très fluide pour un essai, donc ça c'est vraiment cool. Après, à mon endroit de réflexion, de lutte, etc., ça m'a pas révolutionné quoi que ce soit, c'est peut-être aussi parce que je suis jeune, mais ça n'a pas changé ma vision, ça m'a pas apporté des nouvelles réflexions et tout, mais c'était quand même une bonne lecture, et qui je pense est assez intéressante à mettre entre les mains de, justement de femmes de cette génération qui approchent les 50 ans, qui sont autour de cet âge-là, qui n'ont pas forcément... Enfin, moi j'ai quand même grandi dans une génération où l'engagement féministe il est inné, c'est pas vrai du tout, mais beaucoup plus fort et beaucoup plus présent partout sur les réseaux sociaux, etc. C'est pas du tout le cas de mes parents, enfin de ma mère, de la génération de ma mère et tout, qui n'a pas 50 ans, mais bref. Donc je pense que ça peut être intéressant à mettre entre les mains de ces femmes justement qui n'ont pas la chance, je sais pas si c'est une chance, moi je trouve que oui mais peut-être pas, d'avoir des modèles, des réflexions, des avancées sur la question de la place de la femme, etc. qui n'ont pas grandi avec ces modèles et ces réflexions-là. Et vu que c'est un outil un livre très accessible, je trouve que c'est un bon outil. Mais à mon endroit individuel, personnel, voilà, ça m'a pas révolutionné quoi que ce soit. Mais c'est une bonne lecture quand même. J'ai vu La vie aquatique de Wes Anderson, je crois que c'était le seul long métrage de Wes Anderson que j'avais pas encore vu, que j'ai trouvé trop bien. J'aime beaucoup son univers visuel comme toujours, son univers cinématographique, c'est l'un de ses vieux films. Je trouve que dans les films qu'il a fait à cette époque, plutôt début des années 2000, etc., il y a plus de vrais paysages. Enfin, je trouve qu'il y a moins ce truc de des gens qui bougent collés sur un décor de cinéma, ce qui était assez flagrant, je trouve, dans Asteroid City, avec le désert et tout. Là, il y a plus quand même de vrai monde. Et à la fois, c'est évidemment l'invention d'un univers avec des créatures notamment aquatiques qui n'existent pas mais qui sont exceptionnelles. L'univers marin qu'il a créé est incroyable. Ses acteurs fétichent toujours.
qui sont très bons. Enfin voilà, la direction d'acteur pour moi chez Wes Anderson n'est évidemment plus à discuter. J'adore son travail, je fais preuve d'aucune objectivité quand je dis ça. Par contre, je confirme, c'est déjà la réflexion que je m'étais faite en voyant les moyens-métrages qu'il a fait fin 2023 avec Netflix. Il n'y a que des hommes en fait chez Wes Anderson. Il n'y a que des hommes. Il y a toujours un personnage, pas toujours, c'est pas vrai, mais il y a souvent comme un personnage féminin qui est la plupart du temps, pas, alors dans des stéréotypes de genre, oui, mais qui est quand même un personnage central, hyper puissant, hyper fort et tout, et c'est le cas dans ce film-là. Mais sinon, franchement, Wes, mon chat, je sais pas. Je sais pas si tu détestes les femmes, mais je crois pas parce que quand tu les écris, je trouve que tu les écris pas trop mal. Je ne sais pas si juste ça ne t'intéresse pas, si tu n'as pas envie d'écrire des choses que tu ne connais pas, ce qui est peut-être tout à ton honneur, plutôt que de mal écrire des femmes, tu choisis de ne pas en écrire, pourquoi pas. En tout cas, ça manque de femmes dans le travail de Wes Anderson, je trouve. J'ai vu la sortie de résidence du spectacle à venir Planète de Jérôme Brabant, la compagnie L'Octogonale, qui est un spectacle un peu barré, complètement planant, un truc où... En fait, Jérôme Brabant, quand il parle de son travail, dit qu'il utilise des procédés d'écriture, de création assez simples, c'est de la danse contemporaine, assez simples et lisibles dans l'écriture et dans la trame, l'écriture vraiment dans les corps, quelque chose de volontairement simple et lisible pour que la spectatrice puisse se référer assez facilement à ce qui se passe au plateau et se sente pas complètement déboussolée. Mais par contre, il essaie, et il parvient, moi je trouve, d'influencer l'état de conscience du ou de la spectatrice. Je trouve ça hyper intéressant, ça passe par la musique. Il y a quelque chose d'assez incroyable qui se passe sur le son. Par l'espace, la lumière, les costumes, il y a tout un univers, vraiment c'est une exploration cosmique, ça s'appelle Planète, pas pour rien, et c'est vraiment, t'es là, tu planes entre les étoiles et les nuages, et t'as une espèce de petite bulle un peu planante. Moi j'ai adoré cet état un peu de conscience, semi-conscience, et je trouve que quand il dit qu'il a envie d'essayer d'agir sur l'état de conscience, je trouve que c'est très juste. Et après en réfléchissant, je me dis mais en fait je suis devenue moi aussi complètement barrée. Parce que je pense que j'ai une expérience de spectatrice de danse contemporaine qui fait que maintenant évidemment je peux apprécier ce genre de choses complètement barrées, mais en fait je suis devenue complètement barrée parce que si je mets quelqu'un qui n'a jamais vu de danse contemporaine devant ce spectacle, je ne sais pas si cette personne aurait envie de retourner voir de la danse contemporaine. Il y a quelque chose quand même d'assez... c'est une expérience, mais c'est... Il faut vouloir s'y prêter quoi, cette expérience. C'est vraiment un truc un peu cosmique, complètement chez père, incroyable, incroyable. En plus la compagnie est génialissime, c'est vraiment incroyable. Mais c'est vrai que je ne sais pas si j'emmènerais voir ce spectacle des gens qui n'ont jamais vu de danse contemporaine. Et c'est la question que j'essaie de me poser maintenant aussi, parce que c'est un peu mon métier d'y réfléchir. La question que j'essaie de me poser maintenant quand je vois des spectacles que j'adore, je me dis, alors moi je l'adore, mais moi je suis pas du tout une bonne référence quoi. Enfin, pas un bon exemple, entre guillemets, parce que bah, j'en vois depuis très longtemps de la danse contemporaine et que... Bah ouais, je suis devenue un peu barrée moi aussi je crois. J'ai assisté à une conférence d'Eliane Viennot qui s'appelle Le langage égalitaire, un objectif à notre portée. Eliane Viennot est une chercheuse qui œuvre à la question du langage égalitaire, dont l'un des premiers livres best-sellers s'appelle Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. Je l'ai acheté à la suite de la conférence. C'est une femme tout à fait passionnante, assez drôle. Et en fait, son parti pris, ce qu'elle nous dit, c'est vraiment la langue n'a pas besoin d'être féminisée. La langue française n'a pas besoin d'être féminisée, elle a besoin d'être démasculinisée. Et elle retrace l'histoire de la langue française et comment est-ce que, à la base, la langue française était égalitaire, inclusive, en tout cas beaucoup plus qu'elle ne l'est aujourd'hui, et qu'au fil des années, les hommes, l'Académie française, ont supprimé tout un tas de mots féminins. La question des noms des métiers et de la féminisation des métiers, c'est de la démasculinisation. Tous les mots de métier, poétesse, autrice, tout ça, ça existait bien sûr et ça a été évincé en considérant que les professions qui n'étaient pas dignes d'être tenues par des femmes, on enlève le féminin, ça n'existe plus. Donc il y a quand même une violence très forte qui s'est opérée.
c'est qu'à un moment, les hommes ont considéré qu'une femme ne pouvait pas être poétesse, qu'une femme ne pouvait pas écrire. Une femme qui écrit, c'est dramatique, c'est dangereux. Une femme ne peut pas pratiquer la médecine. Un médecin, une médecine. Dans les textes d'il y a fort longtemps, c'était écrit comme ça et tout. Et donc c'est tout ce qu'elle nous raconte et c'est hyper intéressant. Et aussi que, du fait que ça a été masculinisé et qu'il faille aujourd'hui démasculiniser la langue française possède en elle tous les outils pour être égalitaire. Et que la question qui pose souci, à savoir l'écriture dite inclusive et cette question du point médian, le seul débat et la seule discussion qu'il peut y avoir, c'est celle justement du point médian, qui permet simplement de raccourcir les doublets. Quand on dit français, française, c'est un doublet et on peut faire français, the, avec le point médian, ES. On raccourcit. Donc effectivement, on peut se poser la question de ce caractère, point médian, qui est rajouté au milieu d'un mot et tout, on peut en discuter. Mais même sans ça, il suffit de faire des doublets, et en fait, la langue française a tout ce qu'il faut pour être égalitaire. Amateur, amatrice, en fait, il suffit de doubler à chaque fois, et que le masculin l'emporte, le masculin universel n'a rien d'universel. C'est pas un masculin universel, c'est un masculin qui évince les femmes du langage. Et c'est y a pas que, c'est pas le seul combat, mais que c'est un combat essentiel, parce que la violence symbolique du langage et du bonjour à tous quand on arrive dans une pièce, à un moment donné, non, c'est pas tous, mais oui, mais parce que c'est universel. Non, moi, je suis dans une pièce, tu dis bonjour à tous, tu me dis pas bonjour. Et moi, c'est comme ça que je le perçois et je le vis en tant qu'individu, et je me bats pour le faire comprendre aux gens. Et donc ça m'a fait beaucoup de bien aussi de l'entendre dire tout ça. Et je la trouve assez passionnante, et c'était une conférence vraiment très très intéressante. Et qui, en conclusion, nous dit que l'Académie française, c'est que des vieux croutons qui dorment sur leur or. Voilà, c'est ce qu'elle a dit la dame. Je suis allée voir Pauvre créature, Poor Things. Je suis encore un peu confuse. Je dois vous avouer que je suis un peu confuse. Dans la forme, le film, je le trouve super. Moi, j'ai beaucoup aimé la musique. Ça fait pas l'unanimité, mais j'ai beaucoup aimé la musique. Les costumes, l'univers visuel, incroyable. Ce monde un peu inspiré de notre monde, mais qui n'a rien de notre monde. Là-dessus, incroyable. Emma Stone, merveilleuse. Globalement, la direction d'actrice, le casting, les actrices et tout, très bien. La forme, c'est un beau film. Le fond, en fait, ce qui m'interroge beaucoup, c'est que beaucoup de gens ont adoré ce film. Et c'est ça, moi, qui me pose la question. Et je me dis, mais qu'est-ce que je n'ai pas perçu correctement, non pas qu'il y ait une façon de percevoir, mais bref, dans ce film pour... En fait, c'est une enfant, et le fait de poser très tôt... En fait, on nous apprend à un moment dans le film que... bon, c'est très spoilant, mais on nous apprend que cette femme-là, cette jeune femme, est en fait une enfant. Parce que son cerveau, c'est celui d'un enfant. Très bien, et donc ensuite on arrive au stade de l'exploration sexuelle, la masturbation, tout ça, mais ça les enfants passent par cette étape-là, très bien, c'est normal, ça fait partie du développement de l'enfant, mais en fait aussitôt après, elle devient individu existant sexuellement avec d'autres individus. En fait c'est une histoire de pédocriminalité, et en fait ça m'a beaucoup dérangée. Et je n'ai pas pu me défaire de ça, et de cette lecture que j'ai faite, mais en même temps, c'est pas moi qui ai inventé, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit, coucou, c'est une enfant, oh, mais en fait, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, elle a un corps d'adulte, donc... non, en fait, cette exploration de la sexualité qu'on lui colle avec autrui, c'est de la pédocriminalité, en fait, et moi, ça m'a tellement dérangée que, en fait, pendant toute une énorme partie du film, où on la garde elle découvre le langage, elle marche un peu comme ça et tout, c'est une enfant, elle est en train de découvrir le monde et la vie, mais en parallèle... elle est individu sexualisé, sexualisant, et ça m'a tellement profondément dérangée, et je ne comprends pas que j'ai l'impression qu'on ne parle pas de ça dans le film, et je comprends pas, et j'ai réussi un peu à me détacher de ça quand elle vieillit, même si en vrai elle est pas vieille, mais qu'elle vieillit un petit peu, et que donc elle devient plus lettrée, au moment où elle commence à parler correctement, et là j'ai trouvé le discours sur la prostitution notamment hyper intéressant, et le discours de fond sur la libération sur le corps de la femme hyper intéressant, mais en fait tout ça, ça reste sur fond de pédocriminalité. Donc il y a quand même quelque chose qui m'a profondément dérangée dans ce film, et en même temps je sens que c'est pas un film complètement mauvais,
Et en même temps, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce qu'on est en train de nous dénoncer ça? Est-ce qu'on ne nous dénonce pas? Pour moi, c'est pas assez clair. Le discours est hyper intéressant, sur la prostitution notamment. La forme est très belle, mais il y a vraiment, moi, quelque chose qui me reste, qui me bloque. Et il faut que je pense que j'aille lire plus sur ce film, sur l'avis des gens sur ce film et tout, parce que vraiment là, c'est pas possible. C'est pas possible. En janvier, j'ai lu le tome 2 de Lou Sonata. J'ai relu l'intégralité évidemment des Lou avant de lire le tome 2 de Sonata. J'adore l'univers visuel, j'adore l'univers tout court, l'histoire. Julien Nil, tu as créé une masterclass. Voilà, Lou, on l'adore, c'est bébé, c'est nostalgique, c'est tout aussi... C'est le même doudou réconfortant quand on lit Lou, même à l'âge adulte. Là-dessus, il n'y a pas de souci, et je trouve que de plus en plus dans Sonata, c'est vraiment aussi une exploration graphique hyper intéressante de Julien Nil. Vraiment les dessins, les couleurs et tout, il y a des choses vraiment intéressantes, ce qui était moins le cas je trouve dans les premiers tomes où c'était un peu simpliste dans le dessin et tout. Bref, là-dessus, voilà, Lou ne fait pas ses preuves, n'a pas besoin de faire ses preuves. Non mais regardez, ces planches-là, elles sont incroyables. Bref. En revanche, dans l'avancée de l'intrigue, Julien, give me more. Give me more. J'ai été très frustrée par ce tome. Alors ça allait. Pendant toute la lecture, ça allait. J'étais en mode, ok, on vibe, c'est trop bien, le festival de musique, l'ambiance, elle est incroyable de ce tome. Et à la fin, attention pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore lu, mais c'est pas un spoil sur l'histoire, mais sur l'avenir de Lou. À la fin, il nous met, notre ami Julien, que il y aura encore un mouvement de Sonata, et c'est tout. On ne sait pas si derrière il y aura autre chose, mais en tout cas, Sonata sera en 3 tomes. Il ne reste donc qu'un tome de Sonata. Et là, j'ai été en colère. Là, j'ai été en colère parce que ça n'a pas avancé. Ça n'a pas avancé. L'histoire du père, on l'a compris depuis le tome... Comment il s'appelle? Depuis le tome 8. On l'a compris. Depuis qu'on a rencontré Jeanne, on l'a compris. D'accord? Ok. Et même ça, c'est même pas conclu. Enfin, ça va même pas jusqu'à la clôture de la question du père. Ok? Donc ça m'a un peu... Voilà, mais bon, soit. Et le reste, toutes nos interrogations, Julien, toutes nos questions, parce que moi je vais lui en vouloir toute ma vie si à la fin du mouvement 3 là, de Sonata, je n'ai pas plus d'éléments. Je ne demande pas une explication rationnelle de l'histoire des cristaux, parce que ça fait partie du mythe de Lou. Mais j'ai trop de questions sur où est Richard? Où est Richard? Qui est ce danseur suédois? Clément Frifrelin, qu'est-ce qu'il fout? On a trop de questions. Ce mec là qu'elle a croisé dans Sonata tome 2 de ah j'ai l'impression qu'on se connaît, et ce mec de l'ère des cristaux de l'âge des cristaux de cristal, l'âge de cristal qui apparaît, qui disparaît. J'ai trop de questions, Julien Nil. Donc tu peux pas me faire un tome trop beau, trop merveilleux, à l'ambiance incroyable, pour ensuite me dire mais il y en aura plus que un après. Comment j'ai mes réponses si dans les tomes tu n'avances pas? Julien. Donc c'était super, je suis très contente de l'avoir lu. Lou, ma vie. Mais je suis frustrée, je suis très frustrée. Passer cette émotion, vous voyez, ça me tient beaucoup à cœur quoi. Lou, c'est important dans une vie. Passer cette émotion, j'ai lu Passage de Ira... J'ai vu, c'est un film, Passage de Ira Sach. Nul. Je l'ai regardé pour Adèle Exarchopoulos. Je me répète, mais il faut que j'arrête de faire ça. Pas terrible. On s'ennuie. C'est pas très intéressant. L'histoire n'a rien de très innovant. Non, j'ai rien à en dire. Je m'en souviendrai plus dans 2 jours. Et dans la foulée, j'ai vu Carmen de Benjamin Millepied. Je l'avais vu passer, Paul Mescal, Benjamin Millepied qui est chorégraphe, un chorégraphe français très très connu en son temps, qui maintenant est à Los Angeles, qui est le mari de Nathalie Portman, l'ex-mari, qui a chorégraphié Black Swan, qui est aussi le chorégraphe de Dune, Marche du Sable, tout ça, bref. Benjamin Millepied fait un film. Je l'avais vu passer, mais je l'avais pas vu en salle. Je
me dis, bah, je le vois là sur la médiathèque numérique, bah, je le regarde. Je propose que les chorégraphes restent à leur métier de chorégraphe et les réals à leur métier de réal. C'est pas un très bon film. C'est pas un très bon film. L'histoire, elle est... Je suis pas... Cette histoire de White Savior et tout, là, pas fan. Pas fan de l'histoire. Et qui est Benjamin Millepied pour raconter cette histoire quand même d'une grande violence qui traduit une réalité hyper forte, peut-être parce que c'est quelque chose qu'il voit au quotidien en étant à Los Angeles, je ne sais pas, mais bon, ça m'a beaucoup interrogé hein, sur le positionnement de ce réalisateur sur cette histoire. C'est pas incroyable. Alors il y a des belles images dans le désert, mais c'est tout. La réal est pas ouf. L'actrice dont je ne me souviens pas le nom et l'acteur principal, Paul Mescal, sont assez bonnes. La danse, j'aime pas du tout la façon de filmer la danse. J'aime pas du tout ce truc un peu qui veut créer du drama avec une musique dramatique. J'ai pas aimé la musique. Qui tourne de partout, qui fait mal à la tête, qui veut rentrer dans le mouvement. Je trouve que c'est une très mauvaise façon de filmer la danse. La chorégraphie, bon, je suis pas fan, moi c'est pas ce qui me parle, mais ça soit. Mais c'est vraiment la façon de filmer la danse qui m'a pas plu. La seule chose que je trouve chouette, c'est le personnage. Je me souviens pas, évidemment pas des prénoms, parce que je ne retiens pas les prénoms des personnages. De la femme, cette nouvelle mère pour notre actrice, notre personnage principal, la vieille dame qui est dans son cabaret, son bar, tout ça. Tout l'univers à l'intérieur de cet espace, dans le bar, dans le cabaret et tout, je l'ai trouvé assez fort et assez chouette. Cette femme, je l'ai trouvée voilà, dans son personnage de pilier, de mère et tout, assez cool, mais c'est tout. Après, Paul Mescal qui danse, moi depuis After Sun, il y a quelque chose qui me va quand même droit au cœur, et en ça je peux pas dire que c'est un film à jeter à la poubelle, parce que voir Paul Mescal danser, voilà, c'est devenu une des choses comme ça qui me touche. Non mais globalement voir de la danse à l'écran ça me touche, parce que bah, la danse, voilà, j'adore ça, mais c'est pas incroyable. Ce que je trouve cool en revanche, c'est de... Bah, Paul Mescal il est pas danseur, ça se voit dans la scène de fin, mais je trouve ça bien que ce soit... Enfin je trouve ça cool d'avoir joué le jeu de... C'est lui qui fait la scène, c'est lui qu'on filme danser, et c'est lui qu'on voit danser, et il fait des trucs qui ne sont pas des moves de danseur. La meuf elle est très bonne en danseuse, alors qu'elle est pas danseuse non plus. Et j'ai trouvé ça cool que Paul Mescal danse et joue son... Enfin voilà, qu'il ait pas de doublure danseur. Et ça me touche de le voir danser, et ça me touche de voir des gens danser à l'écran, mais la façon de filmer la danse, encore le duo de la fin ça va, mais la première scène de danse, quand ils sont dans la foire, là, tombent sur des gens qui dansent comme ça, déjà ça fait un peu sexy dance, West Side Story, on se promène dans la rue et on se met à danser, et la façon, cette danse de groupe là qui est filmée, j'ai détesté, genre ça me donne envie de vomir quoi, ça fait mal à la tête, ça bouge de partout, j'ai pas du tout aimé. Le duo ça va, mais c'est pas, voilà, c'est pas moi ce qui me plaît, et je trouve pas que ça soit un très très bon film, mais encore une fois, des gens qui dansent au cinéma à l'écran, moi ça me parle. J'ai vu Performeuse, qui est Performeuse, une histoire de la performance en danse contemporaine, qui est une conférence, attends, comment elle appelle ça? Conférence spectaculaire d'Hortense Bellotte ou Bellotte, que j'adore, qui est une femme que j'adore, qui est une artiste, comédienne, danseuse, performeuse, exceptionnelle, et qui retrace une histoire de la danse contemporaine en France, en mettant ça en perspective avec l'analyse d'un tableau de Botticelli. C'est savant, c'est juste, c'est précis, c'est hyper cohérent, ça part pas dans tous les sens, mais c'est hyper foisonnant d'informations, donc quand tu prends le pli de je vais pas capter tout ce qu'elle m'a dit, tout ce qu'elle me dit c'est pas grave, tu rentres dedans, c'est marrant parce qu'elle est hilarante, ça pose des questions hyper intéressantes sur la racialisation des corps, sur la question coloniale. Ça invoque des figures de la danse contemporaine qu'on connaît comme chorégraphes, comme danseurs, danseuses, mais pas forcément comme performeurs, performeuses, et ça c'est hyper intéressant de revoir Nijinsky, Isadora Duncan, Louis Fuller, Martha Graham, etc. Toutes ces figures au prisme de la performance et pas de la chorégraphie, j'ai trouvé ça passionnant, elle est géniale, c'est une femme que j'adore. Voilà, fin sur un, c'était super. Si vous avez l'occasion de voir Hortense Bellotte, moi j'avais déjà vu Histoire du football féminin de cette femme, qui était une conférence sur l'histoire du football féminin.
absolument exceptionnelle également. Moi j'aimerais bien voir Graffeuse aussi, qu'elle a fait, qu'elle a l'air cool. Voilà, en fait c'est une historienne de l'art aussi à la base. C'était super. C'est vraiment super, je vous conseille. Et j'ai terminé le mois de janvier avec Saltburn, dont j'entends parler sur TikTok depuis des mois. C'est le film TikTok du moment, donc évidemment qu'il fallait que je le voie pour me faire mon propre avis et pour comprendre la hype. Je m'attendais à ce que ce soit hyper naze, parce que souvent les films, quand ça giga hype, moi j'ai un peu de mal à me dire qu'il y a une raison pour que ça hype, et du coup je pars un peu en mode bougonne, genre ça va être nul. À cet endroit, j'ai été assez agréablement surprise. Je m'attendais vraiment à pire. Par contre, je ne comprends toujours pas la hype. Je trouve que l'intrigue se tient plutôt bien. C'est assez surprenant, sans être trop... Alors si, c'est capillotracté, c'est tiré par les cheveux, mais ça aurait pu être bien plus tiré par les cheveux. Franchement, ça va, et le suspense, l'intrigue, voilà, tout se déroule de façon plutôt cohérente. Le caractère tordu de l'histoire est assez bien mis en jeu, je trouve. Je trouve que ça fonctionne bien. Les deux acteurs principaux sont bons, bien dirigés. Il y a des scènes très très belles, des façons de filmer. Je trouve que la façon dont la réalisatrice traduit la chaleur, la langueur, cette jeunesse, cette ivresse, cet excès, je trouve ça très réussi. Ça me réconcilie un petit peu avec Jacob Elordi, que j'ai du mal à voir, même genre dans la vraie vie. Une photo de Jacob Elordi sur un tapis rouge, ça me... à cause d'Euphoria. Là, ça me réconcilie un petit peu progressivement avec son visage. La BO est ok. C'est pas un mauvais film, vraiment pas, il y a des choses intéressantes et tout. Mais je ne comprends pas la hype. Et je ne comprends pas qu'on en ait parlé autant. Et les scènes dérangeantes que tout le monde... Enfin, moi je trouve que ça va. C'est peut-être parce que j'ai vu beaucoup plus dérangeant au cinéma, mais en fait j'ai été moins dérangée par les scènes un peu bizarres de Saltburn que par le principe de base de pauvre créature en fait. Donc j'ai pas trouvé ça particulièrement choquant, particulièrement trash. Enfin, moi je trouve que ça va. Et, et ouais, c'est quand même une intrigue à laquelle moi je m'attendais pas. Donc ça veut pas dire que c'est... J'étais pas non plus en mode oh voilà c'est incroyable, quel plot twist et tout. Non, mais c'est juste que je ne m'attendais pas à cette intrigue, donc c'est plutôt cool d'être surprise quand on voit un film. Après, voilà, je ne comprends pas ce qui fait que... Après c'est aussi le phénomène, le principe des phénomènes TikTok, hein. Je ne comprends pas ce qui fait que c'est ce film qui a été choisi par la postérité de quelques mois de TikTok pour être le film dont on parlera pendant des mois. Ça va sûrement passer, c'est un film que je ne conseillerais pas, si j'étais juste tombée dessus, que je l'avais vu, j'aurais pas été à le conseiller à droite à gauche en mode oh faut absolument que tu vois ce film, il est exceptionnel. Non. Maintenant je trouve que c'est intéressant de le voir pour le mettre en perspective avec cette giga hype dont il fait l'objet, mais, et je suis contente de l'avoir vu, et encore une fois c'est pas un mauvais film, mais je ne comprends pas la hype. Je ne comprends pas, c'est très surcoté. C'est très surcoté même si ça reste un bon film. Et je sais pas, c'est vraiment ces phénomènes comme ça de hype qui parfois m'échappent un petit peu, mais que je trouve hyper intéressants. Voilà, voilà. Et donc j'ai fini le mois de janvier avec Saltburn.